Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous faire une annonce très importante. Faut savoir que le Petit Mogo est disponible en podcast. Je suis partout, Apple Podcast, Deezer, Spotify, donc n'hésite pas à venir et donner de la force. Tu vois, le matin, avant de partir au taf, tu peux écouter Mogo en mode podcast. Vous avez le lien en description et en commentaire, je vous attends très nombreux la famille. Là-bas, vous aurez du contenu exclusif en mode thread d'horreur et des affaires criminelles. Donc je vous attends tous très nombreux. Maintenant, sans plus attendre, on commence notre histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui a eu lieu dans la ville d'Akron. On est plus précisément dans l'état de l'Ohio, au nord-est des États-Unis. Je vous préviens directement, cette histoire est extrêmement choquante. Elle nous montre à quel point il faut se méfier de tout le monde. Je vais tout d'abord vous parler de Brenda, la mère, 50 ans, au moment des faits. Elle est née en 1969 à Salem, dans l'état de l'Ohio, une petite ville résidentielle de banlieue dans le comté de Columbiana. Très conservatrice, la ville a établi un couvre-feu pour les moins de 15 ans. Le nom de Salem vient du mot Jérusalem, signifiant ville de paix, et de nombreux habitants de la ville appartenaient à la société religieuse des Amis, connue sous le nom de Quakers. Brenda est diplômée de l'université d'Akron et elle a travaillé comme spécialiste dans l'unité d'hématologie et d'oncologie de l'hôpital pour enfants. Le mari et les enfants de Brenda étaient les lumières de sa vie. Elle leur était complètement dévouée. Elle apportait la même énergie et la même bienveillance aux familles et aux enfants qu'elle rencontrait au travail. Tous parleront d'elle comme une femme douce et très dévouée. Elle a fondé le programme d'oncologie pour adolescents, mais également planifié des activités pour toute la famille, les aidant à célébrer chaque succès. Les soins prodigués et les relations développées ont contribué à des moments individuels mémorables. Son influence s'est étendue à toute la communauté des enfants d'Akron. D'ailleurs, je dis d'Akron, mais s'il y a des Américains ici, vous pouvez me corriger. Parce que ça se trouve, ça se dit d'Akron ou d'Akron, je sais pas comment ça se dit, mais moi je le dis d'Akron à la française. Avec un accent particulièrement dégueulasse, je vous l'accorde. Bref, comme je le disais, de ce qu'on voit, Brenda était une femme formidable. Elle avait toutes les qualités et elle était dévouée pour sa communauté. Elle rencontre son mari Steve en 1995, et là, c'est le coup de foudre. Ils forment un couple heureux et se marieront un an plus tard en novembre 1996. Tous les deux partagent des valeurs traditionnelles et catholiques. Pour continuer ce beau tableau, ils auront ensemble deux beaux enfants. L'aîné s'appelle Sydney et leur fils Andrew. Toute la famille vit heureuse dans une belle maison. Je vais maintenant vous parler de Sydney, jeune fille de 19 ans au moment des faits. Elle a étudié au lycée de Saint-Vincent-Saint-Marie où elle obtiendra son diplôme en 2018. Elle a reçu de nombreuses récompenses grâce à son travail studieux et elle est également impliquée dans la vie sportive de son lycée. Elle joue au football mais remporte aussi des compétitions de cross. Elle est décrite comme une jeune fille plutôt timide au premier abord, mais elle sait aussi se montrer très ouverte et très drôle quand on la connaît. À la fin du lycée, Sydney et ses parents cherchent l'université qui correspondrait le mieux à ses attentes. Après avoir mûrement réfléchi et visité plusieurs universités, leur choix se porte sur l'université de Mount Union, se trouvant à Alliance à environ 45 minutes d'Akron. Sydney apprécie le fait que Mount Union soit une université à taille humaine et qui reste proche de son domicile. Après une scolarité parfaite, Sydney est très heureuse de pouvoir profiter de sa nouvelle indépendance, mais en même temps de pouvoir compter sur sa famille qui n'est pas loin si elle en a besoin. Elle est très proche de sa famille et particulièrement de sa mère. Ceux qui les connaissent disent qu'ils sont meilleurs amis. Toujours en train de s'écrire, de s'appeler, de s'envoyer des photos, donc autant vous dire que mère et fille s'entendaient à merveille. Pas une heure ne se passe sans qu'elles soient en contact. Comme je vous l'ai dit, mère et fille ont une relation très fusionnelle. Toute la famille était heureuse que Sydney ouvre un nouveau chapitre dans sa vie. Elle intègre l'université en automne 2018. Elle commence sa vie au campus et partage sa chambre avec sa meilleure amie de longue date, Lorraine. Elles s'entendaient tellement que leur colocation au campus était évidente. Sydney était très heureuse de pouvoir participer à la vie de Mount Union. Elle a également intégré une sororité pour se faire de nouveaux amis et participer à la vie du campus. Sydney va assister à beaucoup de cours à Mount Union et n'arrive pas à faire un choix sur sa future vocation. Elle tient au courant ses parents de toutes les activités qu'elle fait et partage les bons moments de cette nouvelle vie. Bien qu'elle ne soit qu'à 45 minutes de route du domicile familial, Sydney est tellement heureuse de sa vie à l'université qu'elle n'a pas envie de retourner chez elle les week-ends. Elle ne rentrera que pour les vacances scolaires. Quand elle retourne chez elle pour l'été 2019,
Elle a un job pour la Little League Baseball Team de sa ville. Elle sera en charge des benjamins du club. Après avoir passé l'été à travailler et sortir avec Lorraine et ses autres amis, elle retourne à Mount Union pour une nouvelle année avant de rentrer chez elle pour les fêtes de Noël et du Nouvel An. Elle voulait absolument les passer avec ses parents et ses frères. Et franchement, je la comprends, passer des bons moments en famille, ça n'a pas de prix. Et je le dis bien souvent en fin de vidéo, prenez bien soin de vous et vos proches, c'est très important. Elle va réintégrer le campus en janvier 2020 pour son 3e semestre. L'université de Mount Union se différencie des autres grâce à un portail parental permettant aux parents de suivre la scolarité de leur enfant et de s'acquitter des frais universitaires. La partie des notes ne leur est accessible que si l'élève a donné sa permission, car étant majeur, cela tient de la vie privée. Sydney a toujours été très studieuse et ses parents n'ont jamais eu à s'inquiéter pour ses notes. Dans les premiers mois de l'année 2020, son père Steve tente à de multiples reprises d'accéder au portail pour payer les frais de l'université, mais c'était sans succès. Il appelle alors sa fille pour lui demander si elle sait pourquoi il ne peut pas se connecter. Elle lui dit alors de ne pas s'inquiéter, qu'il doit s'agir d'un bug et qu'elle va se renseigner auprès de son école pour régulariser la situation. Après une semaine, Steve est inquiet. Il sait qu'il doit régler les frais, mais n'a toujours pas accès au portail. Il décide d'appeler l'université le 3 mars 2020 et là, c'est le choc. On lui apprend que sa fille ne fait plus partie de Mount Union. Complètement sous le choc, il croit qu'il s'agit d'un malentendu. Mais l'université va bien lui affirmer le contraire. Il demande alors depuis combien de temps sa fille ne fait plus partie de l'université. Il ne recevra pas de réponse car on lui dira qu'il s'agit d'une information privée. Ils n'ont pas le droit de lui divulguer. L'université lui encourage alors à appeler sa fille pour avoir plus de détails. Steve ne comprend pas pourquoi personne ne l'a prévenu de cette situation. En réalité, Sydney a été suspendue en décembre après avoir raté 3 de ses 4 examens du semestre d'automne. Sydney a reçu une lettre l'informant de sa suspension, une lettre qu'elle devait signer et renvoyer, mais elle ne l'a jamais fait. Elle a continué à se rendre en cours, au rendez-vous de la sororité et à vivre sur le campus, alors qu'en étant suspendue, tout ça lui était interdit. Ce qu'il faut savoir sur l'université de Mount Union, c'est qu'elle permet aux étudiants ajournés de réintégrer les cours dès le semestre suivant. Ils ont également la possibilité de passer des rattrapages. Et c'est possiblement une des raisons qui a amené Sydney à opter pour la technique de l'autruche et faire comme si de rien n'était. Mais à de nombreuses reprises, on lui demande de libérer sa chambre et de quitter l'université. On lui demande pourquoi elle continue ses activités universitaires, alors qu'elle a été informée de sa suspension et qu'on lui a dit de quitter le campus. Compréhensif, ils lui ont demandé si elle avait besoin d'aide pour parler à ses parents. Elle va mentir et prétexter qu'elle les avait déjà informés de la situation. Elle a également raconté que ses parents ne pouvaient pas l'aider à déménager. Elle va dire qu'ils étaient en vacances avec son petit frère. Sydney a tenté par tous les moyens de repousser le moment où elle allait affronter la vérité en face et devoir annoncer sa suspension à ses parents. C'est finalement lors du 3e et dernier rendez-vous avec le conseil d'administration de Mount Union que la décision a été prise. Sydney a dû quitter le campus le 24 février. Elle a vécu dans un hôtel à partir du 24 février et jusqu'au 3 mars, jour où son père a appelé l'université. Ce jour-là, il était à son travail et a reçu une notification de l'application 360. En gros, c'est une appli de géolocalisation que la famille Powell utilisait. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le fait d'utiliser une application de géolocalisation. Moi, je trouve que ça fait un peu trop d'utiliser ce genre d'application sur son enfant. À trop vouloir le protéger, peut-être qu'un jour, ton enfant finira par faire tout le contraire. Il va se rebeller et vouloir sa liberté et partir le plus loin possible. Donc moi je suis un peu mitigé, voire contre ce genre d'application. Enfin après, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'aimerais bien avoir votre avis quand même. Bref, reprenons. L'application lui indiquait que Sydney était au domicile familial, ce qui est très inhabituel car elle aurait dû être au campus. Il saisit alors l'opportunité et va la rejoindre pour lui demander des explications de vive voix sur cette suspension. Steve va laisser intentionnellement son téléphone au bureau pour que Sydney ne voit pas qu'il est en direction du domicile. Steve quitte le bureau, prend sa voiture et arrive à son domicile à 11h30. Il y trouve Sydney seule. Il la questionne alors sur sa suspension de l'université. Il voulait mieux comprendre la situation et fait donc preuve d'empathie. Il sait que sa fille est une élève brillante avec de fortes capacités. Il lui fait confiance et ne veut pas l'accabler, mais plutôt comprendre ce qui a bien pu se passer.
Sydney lui avoue alors qu'elle se sent perdue. Elle a l'impression que ses amis ont déjà une idée précise de leur carrière, mais pas elle. Il la rassure en lui disant qu'ils allaient trouver une solution ensemble et que tout allait bien se passer. Sa mère Brenda a l'habitude de travailler avec des adolescents et des enfants. De plus, la relation très forte et complice de la mère et la fille devrait faciliter la discussion. Steve se dit qu'elle pourra aider sa fille psychologiquement et que les choses rentreront vite dans l'ordre. Un peu plus tôt dans la matinée, Steve a appelé Brenda pour lui dire qu'il y avait un problème avec l'université de Sydney, qu'elle avait été suspendue et qu'il devait avoir une discussion familiale. Brenda a donc quitté son travail plus tôt ce jour-là. Ils devaient tous se concerter et parler de tout ça. Steve informe sa fille qu'il va chercher son portable à son bureau, que sa mère ne va pas tarder à rentrer et qu'ils pourront continuer cette conversation à son retour. À 12h15 précisément, Brenda appelle Steve qui est sur le chemin du bureau. Elle va lui dire qu'elle est en route et qu'elle va parler à Sydney dès qu'elle arrive. Brenda envoie un SMS à Steve l'informant qu'elle attend un retour de l'université qui doit normalement la rappeler. À 12h37, Steve demande à Brenda de s'assurer que Sydney n'a pas perdu ses bourses. 5 minutes plus tard, Steve envoie un nouvel SMS pour demander à Brenda si elle a pu parler avec Sydney, mais il n'obtiendra jamais de réponse. À 12h51, soit 15 minutes plus tard, Steve reçoit un appel d'un ami détective qui a entendu sur la fréquence radio de la police qu'une patrouille avait été envoyée à son domicile. Inquiet, il lui demande si tout va bien. Le fait qu'il reçoit ce coup de fil, ça sentait vraiment mauvais. Ce que l'on sait à présent, c'est que quand Brenda est rentrée dans la maison, elle était en ligne avec l'université pour discuter de la suspension de Sydney. Mais à 12h40, pendant qu'elle était au téléphone avec le département des relations étudiantes, la personne au bout du fil va témoigner avoir entendu des hurlements sourds qu'il croyait être le signe d'une attaque. Les responsables de l'école ont affirmé qu'ils avaient entendu des cris perçants au téléphone, suivis de bruits sourds. Ils ont dit que le meilleur moyen de le décrire était que cela ressemblait à une personne à qui on coupait le souffle. Ils essaient de lui parler à nouveau, l'appellent par son nom à plusieurs reprises et disent à Brenda sans réponse de sa part qu'ils enverraient la police à son domicile. Mais depuis plusieurs minutes, c'est le silence à l'autre bout du téléphone. Ils ont entendu des cris suivis d'aucune réponse. Au bout de quelques secondes, on entend une voix au téléphone. « Oui, allô, c'est Brenda. » Mais là, ils ont su tout de suite que ce n'était pas la même voix qu'au début de la conversation. Ils ont directement reconnu celle de sa fille. À ce moment-là, la police a déjà été envoyée au domicile des Powell. Steve raccroche le téléphone après l'appel de son ami détective. Il tente de contacter Brenda et Sydney à de nombreuses reprises, mais une seule d'entre elles va répondre. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Sydney. En pleurs, elle explique à son père qu'il y a eu une intrusion à leur domicile. En arrivant chez les Powell, les agents constatent un carreau brisé avec du sang partout. Quand Sydney arrive, sa main était pleine de sang et d'écorchures. Elle était complètement hystérique. Elle était en pleurs en train d'hurler que quelqu'un était entré chez elle, que quelqu'un était rentré pour attaquer sa mère. Elle affirme que l'assaillant a fait irruption dans la maison pendant qu'elle discutait avec sa mère et qu'il lui a ordonné de quitter la pièce. Elle s'est exécutée et à son retour, elle a découvert sa mère gisant sur le sol. Brenda sera transportée à l'hôpital, mais malheureusement, elle succombera de ses blessures plus tard dans la journée. Le médecin va conclure à un homicide. Brenda a subi de nombreux coups sur la tête causés par une poêle retrouvée sur les lieux du crime. Ainsi, elle a été poignardée à plus de 20 reprises au niveau du cou. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce meurtre est atroce. 20 coups de couteau à la gorge, c'est juste horrible. Pauvre femme qui s'est fait attaquer par un monstre. Les policiers ont retrouvé la maison dans un état lamentable, avec du sang partout et des objets renversés. On peut voir dans la bodycam du policier qu'il se méfie rapidement de Sydney. Il sent que quelque chose n'est pas cohérent dans l'histoire qu'elle raconte. Son attitude, ses coupures sur les mains, il la tient par les épaules et la fait sortir du domicile. Une fois à l'extérieur, il lui demande de s'asseoir au sol et de lui expliquer le déroulé des faits. Dans l'enregistrement, on entend Sydney complètement hystérique, hurler et pleurer. Rien dans sa déclaration n'est clair. Un intrus rentre à son domicile, lui demande de sortir de chez elle, elle s'exécute, retourne dans son domicile et découvre sa mère inerte, sans compter les coupures très suspectes sur ses mains. Son discours semblait très incohérent. On pouvait clairement comprendre ici qu'elle était en train d'inventer. Elle a affirmé que le sang a taché ses mains quand elle a tenté d'aider sa mère, mais il s'agit bel et bien de coupures et de griffures.
Il a également été prouvé par l'expertise judiciaire que le carreau a été cassé de l'intérieur de la maison. Les policiers ne croient pas en sa version. Pendant que l'assaillant était à l'intérieur de la maison avec sa mère, pourquoi n'a-t-elle pas appelé à l'aide ou contacté la police? Sans compter qu'il n'y a aucune trace d'un intrus dans la maison. Les soupçons de la police sont confirmés après un échange avec l'université de Mount Union. Ils vont leur préciser l'appel passé avec Brenda au moment de l'attaque. Après avoir confisqué le portable de Sydney, la police découvre les conversations avec sa mère. Elles font preuve d'une relation saine et aimante entre les deux femmes. Leur proximité est très forte et qu'elles sont en contact quasi permanent. Mais ils découvrent aussi les mensonges de Sydney concernant sa scolarité. Elle parle à sa mère de ses cours et des autres élèves comme si elle était toujours étudiante. Dans les conversations, il apparaît clairement que Brenda avait des doutes sur les dires de sa fille. Le 25 février, elle écrit à sa fille la chose suivante. « Pourquoi ai-je toujours l'impression que tu n'es pas honnête? Rappelle-toi simplement que tu as besoin de bonnes notes pour conserver ta bourse. » Sydney lui répond « Oui, je sais, mes notes sont bonnes, merci beaucoup. » Tout au long de cette affaire, on peut constater la bienveillance et la gentillesse de ses parents envers elle. Ici, on ne comprend pas pourquoi elle n'a pas tenté de parler de la situation à sa mère, qui aurait pour sûr fait preuve de compréhension envers elle. Au lieu de ça, elle a préféré s'enfoncer dans ses mensonges jusqu'à cette terrible issue. C'est le 6 avril, un mois après les faits, que Sydney est officiellement arrêtée par la police pour meurtre, agression criminelle et falsification de preuves. Elle a été libérée le 17 avril 2020 après que ses grands-parents aient payé sa caution de 25 000 $. Elle vit chez eux jusqu'au procès, aussi improbable que cela puisse paraître. Sydney a plaidé non coupable et a plaidé la folie. Les choses se compliquent dans cette affaire, car à la fois Steve, le père de Sydney, ainsi que ses grands-parents maternels avec qui elle vit, se sont manifestés en disant qu'ils ne souhaitent pas que Sydney soit poursuivie. Lors de l'audience préliminaire, Steve a déclaré les choses suivantes. « Je ne sais pas pourquoi nous faisons ça. Ce n'est pas ce que nous voulons. Je ne sais pas comment Sydney pourra le supporter et comment je pourrais le supporter aussi. Je veux juste garder ma famille unie. » La mère de Brenda, Bestie, va dire « Tout cela va réouvrir des choses que nous espérions laisser derrière nous. » Le procès de Sydney a commencé le 7 septembre 2023. Elle est maintenant âgée de 23 ans. Le ministère public essaie de faire valoir que Sydney a commis un meurtre calculé et vengeur contre sa mère. Il croit que Sydney a attaqué Brenda après avoir appris la vérité sur son statut académique à Mount Union. Ils estiment qu'il s'agissait d'un acte délibéré de la part de Sydney et qu'elle n'était pas dans un état second lorsque cela s'est produit. D'après le ministère public, elle a inventé une histoire de cambriolage pour tenter de se faire passer pour non coupable, et qu'elle a aussi même brisé une fenêtre pour essayer de renforcer son récit. Ce qui, selon eux, montre également une conscience de culpabilité. Elle savait que ce qu'elle faisait était mal, et qu'elle devait inventer une histoire pour en sortir. La défense, de son côté, ne nie pas les faits que Sydney ait tué Brenda, mais ils prétendent qu'elle l'a fait lors d'une crise psychotique. Ils disent que depuis le meurtre, Sydney a été diagnostiquée schizophrène et que depuis, elle prend un traitement qui montre de bons résultats. Ils affirment que l'état hystérique dans lequel était Sydney à l'arrivée de la police sur les lieux du crime montre qu'elle était instable psychologiquement. La défense fait témoigner un psychologue. Il atteste que pendant les 3 mois précédant le meurtre, elle ne discernait plus les mensonges et la vérité. Sydney mentait à ses parents et se serait perdue dans une réalité parallèle. Le procureur dira « Elle a arrêté d'attaquer avec la poêle, puis elle est allée dans la cuisine pour prendre un couteau. Elle a dû changer d'arme pour continuer son attaque. » Le psychologue mandaté par le procureur estimait pour sa part que l'accusé ne répondait pas à la définition légale de la folie au moment du crime. La spécialiste a toutefois reconnu que la jeune femme souffrait d'un trouble de la personnalité borderline, d'une tendance à la simulation de maladies et de troubles anxieux. Stephen Powell, père de Sydney et mari de la victime, ainsi que la mère de Brenda, avaient eux-mêmes exhorté le procureur à chercher un arrangement pour éviter le procès. Lors du procès, Steve a parlé de la relation fusionnelle que la mère et la fille entretenaient, sans dispute ni quelconque violence physique ou verbale. La colocataire de Sydney, Lorraine, a témoigné en disant que Sydney était une personne gentille et drôle, qu'elle n'avait vu aucun changement dans sa personnalité dans les mois précédant le crime. Lorraine a aussi dit que Sydney ne l'avait pas informée de sa suspension jusqu'à fin février, où Sydney lui dit qu'elle avait quelques problèmes et qu'elle devait quitter la chambre du campus. La dernière fois qu'elles se sont vues est en date du 2 mars, soit la veille du crime, lors d'une soirée avec les membres de la sororité.
Sydney était présente et rien ne laissait présager le drame qui allait suivre. Tout au long du procès, Sydney apparaît très émue. Elle pleure énormément et on la sent dévastée. La grande interrogation que les deux parties ont soulevée est de savoir si Sydney exagérait sa maladie pour échapper à sa responsabilité. Au bout de 12 jours de procès, le verdict tombe. Elle a finalement été reconnue coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre, de voies de fait graves et de falsification de preuves. Sa peine est la prison à perpétuité avec la possibilité de libération au bout de 15 ans. Voilà comment s'achève cette terrible histoire. Cette affaire qui a détruit toute une famille. N'oublions pas le petit frère de Sydney qui a vécu un traumatisme horrible. Parce que vivre tout ça, je suis désolé mais je le souhaite à personne. Imagine que t'es le frère de Sydney et que ta sœur commet un tel meurtre. Comment ça peut tourner rond là-haut après que ta mère se fasse assassiner par ta propre sœur? Ça paraît tellement absurde qu'on s'imagine pas de telles situations. Comment vous auriez réagi à sa place? J'attends vos réponses dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, cette première affaire est terminée et merci à vous. Je vous propose de directement poursuivre avec la deuxième. Let's begin. Pour commencer, on va se concentrer sur l'auteur des faits. Semih Çelik a 19 ans au moment des faits, tout comme ses 2 victimes. Selon la presse turque, il était au lycée Auguste Campolat Anatolian avant la pandémie. Sa maman se nomme Hafize et son papa Adem Çelik. Il a également une sœur et la famille habite à Eyüp Sultan, un district d'Istanbul. Selon Adem le père, son fils était un jeune homme qui priait beaucoup, et ce dès l'adolescence. Il priait beaucoup plus que lui d'ailleurs, ce qui aurait eu tendance à contrarier le jeune homme qui croyait manifestement beaucoup au paradis et à l'enfer. Un de leurs voisins, qui connaissait manifestement un peu la famille, raconte de Semih que c'était quelqu'un de peu agréable, qu'il ne saluait personne. Il n'avait selon lui que peu de contact avec son environnement proche et apparaissait quelque peu introverti. Pourtant, Semih parvenait à sortir avec quelques filles. Ils arrivaient de le voir aller et venir en ville avec certaines d'entre elles. Ce même voisin racontera que ces sorties n'avaient qu'un seul but, se faire mousser auprès d'une fille bien précise, au point de la rendre jalouse. Cette fille, il la connaissait depuis quelques années. Ils étaient même à un moment donné camarades de classe. Elle s'appelle Iqbal Özuner. En s'appuyant sur ces déclarations, on constate que le jeune Semih n'est pas forcément quelqu'un de très agréable, mais c'est encore un gamin immature. Pour l'instant, rien de très inquiétant ou qui sortirait de l'ordinaire. Mais ici, je ne vous ai pas tout dit. Iqbal et Semih se côtoyaient donc de plus ou moins loin, et le jeune garçon semblait éprouver une certaine attirance envers elle. Attention, on ne parle pas forcément ici de sentiments amoureux, bien que les deux jeunes auraient eu à un moment donné une relation. Il est impossible ici de savoir ce que Semih ressentait pour cette jeune fille. Mais ce qui était sûr, c'est qu'elle avait l'air de l'obséder d'une manière très malsaine. Côté études, le père de Semih explique que l'un de ses professeurs lui aurait dit un jour que Semih se révélait plutôt à l'aise avec les outils informatiques, notamment sur les logiciels. Adam et Hafize, la maman, ont donc pris l'initiative de lui acheter son propre ordinateur, dans l'espoir de l'intéresser à quelque chose qui pourrait peut-être à terme devenir un métier, car l'école ne semblait pas l'intéresser plus que ça. D'ailleurs, un peu plus tard, il abandonnera son cursus, mais il réussira tout de même à avoir son bac grâce aux cours à distance. Selon sa maman Hafize, son fils s'occupait beaucoup avec son nouvel ordinateur, et peut-être même un peu trop. À la maison, il passait tout son temps scotché dessus, et surtout, dit-elle, l'éteignait souvent précipitamment lorsque quelqu'un rentrait dans sa chambre. Oui, je sais à quoi vous pensez ici, mais ça n'avait rien à voir. La réalité de ce qu'il cherchait à cacher était beaucoup plus sombre, mais on y reviendra un peu plus tard dans l'histoire. Les jours passèrent, et lentement, la santé mentale de l'adolescent se détériorait. Peu à peu, son état d'esprit changeait, sans que ses parents ne le remarquent véritablement. Semih s'était mis à développer des idées noires, très noires. Il était difficile de savoir exactement quand et comment tout ça avait démarré. Le 1er mars 2022, le téléphone d'Adem sonna. Au bout du fil, une femme extrêmement énervée et angoissée. Il comprend que c'était Madame Özuner, la maman d'Iqbal. Le souffle court, elle annonça à Adem une nouvelle très grave. Son fils aurait fait un lavage de cerveau à sa fille,
et les deux adolescents auraient prévu de mettre fin à leur jour ensemble ce jour même. Adem le papa est choqué par ce qu'il entend et je peux vous le dire qu'il n'est pas prêt pour la suite des événements. Cette journée est le point de bascule pour la famille Chelik. Ce jour-là, effectivement dans la soirée, Semih tenta de mettre fin à ses jours sur un terrain de gazon synthétique quelque part en ville. Adem ne révélera pas de quelle façon il a pu arrêter son fils ou si Semih s'était repris au dernier moment. Toujours est-il qu'après ces tentatives échouées, les parents Chelik décident de faire hospitaliser leur fils à l'hôpital Bakirköy Sadikonuk, puis ensuite ils vont l'orienter vers la faculté de médecine Kappa de l'université d'Istanbul. Il y restera 3 semaines afin d'effectuer un suivi thérapeutique. À l'issue de ces semaines, des médicaments lui sont prescrits, mais selon son père, l'adolescent n'en prendra jamais. Adem raconte que son fils avait des troubles psychologiques. Ces dernières années, Semih aurait suivi 5 traitements et aurait même disparu à 2 reprises. Et non, je pense que vous l'avez compris, il n'allait pas bien du tout. Et concernant Iqbal, ses parents l'ont changé d'école après sa tentative de mettre fin à ses jours. Ils voulaient naturellement éloigner leur fille de Semih. La jeune femme est un peu traumatisée depuis sa relation avec lui. Elle a été envoyée chez un psychologue et ses parents lui ont offert un chat, en espérant que s'occuper de cet animal lui changerait les idées. Peu à peu, son état psychologique s'améliore, ce qui est une très bonne chose. Après que Semih ait commencé à aller mieux, Adem, son père, explique qu'il s'est reconcentré sur son avenir professionnel. Il laisse tomber l'informatique pour se consacrer à un tout autre domaine, la boucherie. Il y travaille pendant un long moment, ce qui lui permettra de mettre pas mal d'argent de côté. À savoir que les Chelik sont toujours en contact avec les Usuners, la famille d'Iqbal. Les parents Usuner expliqueront plus tard à la presse toutes les choses suivantes. Semih allait bien depuis 1 an et demi. Mentalement, il avait l'air d'aller mieux. Sa relation avec nous était bonne. Nous avons été encore plus soulagés lorsque la mère de Semih Chelik nous a appelés et nous a dit « Mon fils a une nouvelle petite amie. Ils sont très heureux. Il ne dérangera plus votre fille. » Ma fille n'avait eu aucun contact avec Semih depuis 1 an et demi. Maintenant qu'il avait de l'argent, Semih pouvait jouir d'une certaine indépendance financière. Mais malheureusement, il va tomber dans la drogue et il en essaiera plusieurs. Alors on ne sait pas exactement lesquels, mais sa consommation va durer apparemment 2 ans. À côté de ça, il a renoncé à son poste de boucher depuis quelques mois. Et comme si ça ne suffisait pas, il peut également arriver au jeune homme de ramener de l'alcool à la maison. Ces mélanges ne sont pas vraiment bons pour lui, qui a une santé mentale déjà fragile. Vous vous en doutez, petit à petit, son comportement va recommencer à changer. Autour d'octobre 2023, Semih côtoie une autre fille. Elle se nomme Aysenur Halil et elle a le même âge que lui. La jeune fille était étudiante en 2e année à l'université de Medipol, département des médias et des arts visuels. On ne sait que peu de choses sur cette relation, si ce n'est que selon Adem, Semih l'a rencontrée au lycée et que la jeune fille venait chez eux chaque lundi. Un jour, père et fils ont une conversation sérieuse qui porte sur la tentative de mettre fin à ses jours échoués de Semih. Il est évoqué le fait que s'enlever la vie est un péché, mais Semih va répondre quelque chose de très inquiétant. Il explique que la vie est vide, que sa vie est vide. Il disait que c'était comme s'il n'avait pas de but, pas de sens, et c'est quelque chose qu'il répétera plusieurs fois. Il est évident ici que Semih retombe progressivement dans une phase sombre. Il se met à dessiner des choses très bizarres, dessins sur lesquels Adem tombe par hasard un jour alors qu'il rentre dans la chambre de son fils. Nous sommes alors en 2023 et voici le témoignage du papa. Quand je suis rentré dans la chambre de Semih, j'ai vu sur le mur des dessins au crayon qui ressemblaient à des diables. C'était effrayant et j'ai demandé à Semih « Quels sont ces dessins, Semih ?» Il a répondu par « Tu ne comprendrais pas. Notre état d'esprit est différent. » Autour de cette même année, Semih aurait tourné une vidéo sur laquelle on le voit s'adresser à Iqbal. Sur celle-ci, il lui dit au revoir et qu'il va enfin mourir. Mais avant de se donner la mort, il a un souhait très sombre. Il ne veut pas partir tout seul et désire emmener celle qui semble être la plus importante pour lui. Il avait déjà eu l'ambition de lui ôter la vie, mais il avait renoncé. Mais à l'heure où cette vidéo est tournée, cette envie n'a pas cessé. Elle est toujours présente dans son esprit malade. On peut supposer qu'il parle d'Iqbal, mais la suite de cette histoire tragique pourrait faire penser qu'il ne parlait peut-être pas seulement d'elle. Dans sa chambre, Semih dessine des choses de plus en plus graphiques. Un de ses derniers dessins représente un corps humain démembré. Quand on sait tout ça, on se dit que Semih aurait eu besoin d'une hospitalisation d'urgence. Du moins, il ne devait pas rester seul, c'était un danger.
Mais malheureusement, sa folie n'a pas été traitée à temps. C'était déjà trop tard. Le vendredi 4 octobre 2024, Semir Çelik est retrouvé seul à la maison. Il était là, envahi de ses délires meurtriers. Ce jour-là, le jeune homme de 19 ans s'est donc retrouvé seul. Ses parents n'étaient pas là. Ils ont emmené sa sœur à l'université à l'extérieur de la ville. Ils en auront pour un certain temps. Semir attrape son téléphone et contacte Aysenur pour l'inviter chez lui. Arrivé sur place, Semir met son plan à exécution. Et je vous préviens, c'est juste abominable. Ce qui va se passer ici est tout simplement inhumain. Et j'en ai des frissons à vous raconter cette histoire honnêtement. Il va assassiner Aysenur, puis il va couper sa langue avant de la décapiter. Après ça, il appelle la police pour informer qu'un meurtre vient d'être commis à son adresse. Puis ensuite, il s'enfuit pour se rendre à Fatir, à une petite heure en bus. Là-bas, il rejoint Iqbal, qui ne se doute malheureusement pas de ce qui l'attend. Semir l'emmène sur les remparts de la ville, connus mondialement, les murs de Constantinople. Mais ce n'est pas pour admirer la vue. Le jeune homme s'attaque alors à son ex-petite amie, la frappant mortellement. Ensuite, caché par les fondations, Semir démembre Iqbal, puis la décapite à son tour. Pour finir, il jette sa tête par-dessus les hauts murs, abandonnant les restes de son corps sur la muraille. Nous y sommes, Semir a commis l'irréparable, un véritable monstre. Conformément à son plan, il ne lui reste plus qu'à mettre fin à ses jours. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Après avoir enroulé une corde autour de son propre cou, il se jette dans le vide. Ce 4 octobre 2024, les noms d'Iqbal Aysenur et Aysenur Halil, âgés de 19 ans, venaient de s'ajouter à la longue liste des femmes tuées en Turquie en 2024. À titre informatif, son chiffre s'élève à 292 depuis le mois de janvier, d'après le recensement du site de référence de l'association Stop Féminicide. En arrivant à la maison de la famille Çelik, les enquêteurs tombent sur la scène de crime. Et autant vous dire qu'ils étaient choqués, tant c'était horrible. Ils fouillent rapidement la maison et trouvent le cahier de Semir. À l'intérieur étaient dessinés au crayon des silhouettes féminines, dont ce fameux corps nu démembré. Tout de suite, les soupçons se portent donc sur le jeune homme. Dans sa chambre, plusieurs livres assez troublants. Voici les titres des livres qui ont été trouvés. La psychologie de la persuasion, la loi de l'amour, la loi de la violence, au-delà du bien et du mal, ou encore entraînement de la volonté. Après avoir identifié les habitants des lieux, la police prend contact avec ceux-ci pour leur demander de revenir le plus vite possible chez eux. On ne connaît pas exactement le contenu de l'échange, mais on peut imaginer l'anxiété indescriptible que les Çelik ont dû ressentir pendant cet appel. Le père Adem a déclaré que ce jour-là, lors de son dernier appel téléphonique avec son fils, celui-ci lui avait dit qu'Aysenur était venu chez eux. Il a également déclaré que ce même jour, sa femme a passé un appel vidéo avec Çelik. Et selon elle, elle aurait parlé à la fois à son fils et à la jeune femme. Du côté des Aysenur, le père, un certain Hassan Aysenur, a décrit comme suit ce qui s'est passé le jour des meurtres. « Ce jour-là, ma femme a appelé ma fille, mais un homme a répondu au téléphone. Ne vous inquiétez pas, votre fille est entre de bonnes mains, a-t-il déclaré. Lorsque ma femme a rappelé ma fille, cette fois un autre homme a répondu. Il m'a dit que le téléphone était tombé des murs. Il a décrit l'endroit à ma femme et m'a dit « Vous pouvez venir chercher le téléphone ». Alors j'ai appelé ma fille. L'homme qui a répondu au téléphone m'a dit qu'il remettrait le téléphone qu'à sa mère. Cette déclaration est assez perturbante. Qui était l'homme qui a annoncé qu'Iqbal était entre de bonnes mains? On peut supposer aisément que c'était Semir, avant ou peut-être après avoir ôté la vie d'Iqbal. En ce qui concerne le deuxième homme qui a eu Madame Aysenur au téléphone, c'était soit un homme qui passait par là et qui est tombé par hasard sur le téléphone, soit la police. Après que les 3 corps aient été retrouvés et identifiés, le téléphone du tueur fut examiné, ainsi que son ordinateur. Il se trouve que Semir avait noué des contacts avec des personnes s'identifiant comme des incels. C'était peut-être pour ça que le jeune homme fermait très vite son ordinateur quand quelqu'un rentrait dans sa chambre. Et souvenez-vous, sur la chaîne, on a déjà parlé de ce qu'étaient les incels. Dans la vidéo sur Alek Minassian, le tueur à la voiture bélier de Toronto, lui-même en était un. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, et pour les autres, incel est le diminutif de involuntary celibate, célibataire involontaire. Pour faire court, c'est une communauté regroupant des hommes à l'idéologie nauséabonde et misogyne, et qui accuse les femmes de leur échec amoureux. Et si certains ne se contentent que d'en parler sur les réseaux, d'autres malheureusement agissent dans le réel, jusqu'à accomplir l'irréparable. C'était le cas d'Alek Minassian, et ce n'est pas le seul.
Mais ici, quel est le rapport entre Semih et les incels? C'est la question qu'on peut se poser. Semih, lui, parvenait tout de même à entretenir des liens avec la gente féminine, et même à avoir des petites amies. Eh bien vous savez, l'un n'est pas forcément incompatible avec l'autre. Les incels sont pour la plupart des personnes extrêmement masculinistes, c'est-à-dire qu'ils voient les femmes comme des trophées, des objets à ajouter dans l'inventaire de leur virilité pour se convaincre qu'ils en sont bien une. Bref, vous voyez un peu le tableau pathétique. La journaliste Kagra Ulen a lors d'une interview accordée à un média turc, rapporté certains détails de ses recherches sur les groupes incel. La journaliste a expliqué la raison pour laquelle la plupart des incels ont la pensée de mettre fin à leur jour, et pourquoi ils emmènent quelqu'un ou d'autre avec eux pendant le processus de leur mise à mort comme suit. Pour les incels, la question se pose. Pourquoi sont-ils pessimistes, désenchantés, et pourquoi commettent-ils des actes aussi barbares et meurtriers? Ces personnes ont déjà une forte tendance à mettre fin à leur jour, et sont constamment exposées à la propagande selon laquelle on emmène quelqu'un d'autre avec eux. Il existe des suggestions à l'intention de quelqu'un qui envisage de mettre fin à ses jours, tels que quitte à mourir, aller faire exploser une école. Ils ne font pas tout ça pour changer les choses, non. De nombreux experts pensent qu'ils ont une sérieuse tendance à faire du mal et à se faire du mal. Le fait que leurs activités sont un danger considérable pour la société a fait l'objet de certaines discussions en Amérique et en Angleterre. Les inspecteurs indépendants, chargés de la sécurité, ont eu de nombreuses discussions entre eux. Ce qu'il en ressort, c'est que quoi qu'il en soit, il y a ici une influence idéologique outre la motivation personnelle. Il y a toujours des gens qui expriment des idées plus radicales qu'eux. Ainsi, au fil du temps, leur idée se radicalise de façon croissante, toujours plus croissante. Les pensées positives sont toujours sous-estimées. Ceux qui expriment des pensées positives sont appelés fake shell. Les cultures toxiques se nourrissent mutuellement. Fin de citation. Attention, toutefois, nous ne connaissons pas la nature des messages entre la communauté incel et Semih Çelik. Il est possible que ses ambitions aient été motivées par quelque chose d'autre, en lien ou non avec cette idéologie. Mais le fait qu'il l'ait côtoyé avant les meurtres est très suspect. D'autant plus qu'après la médiatisation des assassinats, ces groupes de célibataires involontaires ont publié beaucoup de messages provocateurs et de soutien envers le défunt tueur. En réponse à ça, le bureau du procureur général a pris des mesures et a arrêté les suspects. Le 9 octobre 2024, la plateforme de discussion Discord a carrément été bloquée depuis la Turquie. À savoir que Discord est un réseau social sur lequel une communauté masculiniste extrême et d'incels se concentre énormément, à l'instar de 4chan ou Reddit. Entre le 4 octobre, jour des meurtres, et le 7 octobre 2024, de nombreuses réactions se sont fait entendre dans toute la Turquie, et même dans le monde. Sur les réseaux sociaux, une tendance s'est créée autour de l'affaire, et des centaines de couples se sont enregistrés près des murs de Constantinople, avec des légendes qui expliquent à quel point ils ont de la chance de ne pas vivre ce genre de relation, comme celle qu'ont vécu les deux défuntes avec Semih. Par exemple, dans l'une de ces vidéos, on peut lire les choses suivantes. Quand j'ai vu la fille dont la tête a été coupée, j'ai remercié une fois de plus mon Seigneur de vivre plus longtemps et de ne pas être tombé sur une personne horrible. L'effervescence autour de cette tragédie n'est pas uniquement présente en ligne, loin de là. Les meurtres d'Iqbal Uzuner et Aysenur Halil ont également fait l'objet de protestations dans les universités et dans la rue. Énormément d'hommes et de femmes se sont regroupés pour dénoncer le fait que l'État turc ne protège pas assez ses concitoyennes, et c'est vrai. On en avait déjà parlé avec l'affaire Pinar Gültekin et Melek İpek. En 2019, la Turquie a fait également beaucoup parler d'elle, après le meurtre filmé d'Emin Bulut, tué par son ex-mari en pleine journée. Cela avait provoqué une vague de colère immense. 2 ans plus tard, en juillet 2021, le pays s'était officiellement retiré de la Convention d'Istanbul. C'est la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Une décision qui, selon les groupes de défense des droits et des citoyens, constituait un revers majeur pour les femmes du pays. Le président Erdogan lui-même n'est pas connu pour avoir des discours très féministes, voire bien au contraire malheureusement. Rappelons qu'il existe quand même dans la loi turque quelque chose qui s'appelle la provocation injuste, la haksız tahrik en langue turque. C'est une loi très particulière et souvent appliquée dans les affaires de féminicide en Turquie, afin d'obtenir un allègement de la peine infligée à l'auteur du crime, même si c'est un meurtre. Cette loi permet au juge de réduire la sentence s'il considère l'assassin comme ayant été provoqué. Bien sûr, pour beaucoup de citoyens turcs,
Et même par-delà les frontières, cette loi est scandaleuse, par le fait qu'elle insinue que la femme assassinée méritait en quelque sorte de l'être. Certains médias sur internet expliquent que les allégements de peine pour provocation injuste sont bien souvent accordés dans les cas où il y a une allégation d'infidélité ou rester bien assis, outrage à la virilité, comme ils l'appellent. En d'autres termes, ces personnes qui ont tué leur femme ou petite amie peuvent affirmer qu'ils ont agi sous le coup d'une rage incontrôlable, à la découverte d'avoir été fait cocu pour obtenir une peine réduite. Oui, on est bien sur Terre et en 2024. Je pense que tout comme moi, vous êtes choqués par ce qu'on vient de voir. Pour moi, je vais être catégorique, il n'y a pas de discussion à avoir. Si tu commets un assassinat sur ta propre femme, tu mérites juste de pourrir en prison en fait. Il n'y a pas de loi injuste ou je ne sais quoi. Non, t'as juste à pourrir en prison et être loin de cette société. Ici, je peux paraître un peu catégorique, mais franchement, c'est absurde de voir de telles choses. C'est juste pas normal de voir ça. Dans quel monde on vit? Et si la provocation injuste est accordée, la peine peut se retrouver réduite d'1 à 3/4 de la peine initiale. En gros, si c'est une peine de perpétuité, le tueur peut espérer une réduction allant de 18 à 24 ans. Voilà donc un peu dans quel contexte les femmes turques doivent évoluer. Déjà que c'est difficile de base avec le patriarcat présent dans beaucoup de nos sociétés occidentales et orientales, si en plus on excuse les tueurs de femmes, c'est n'importe quoi. Ici, les manifestantes et manifestants ont entièrement raison d'élever la voix. Et au nom de toute la rédaction Mogota, je tiens à leur dire mon soutien. De France, on vous envoie plein d'énergie pour continuer ce combat. C'est très important. On est avec vous. La peur et la honte doivent changer de camp. Dans plein de villes donc, des manifestations sont organisées. C'est aussi le cas dans des établissements d'enseignement comme les universités d'Istanbul, Boğaziçi, Yildiz et Medipol. La dernière, c'est celle où Ayşenur Halil était étudiante. Des commémorations y sont organisées, auxquelles des académiciens et du personnel administratif ont également assisté. De la part des étudiants, on pouvait entendre des slogans comme « Nous sommes là pour toutes les femmes qui n'ont pas fait entendre leur voix. Nous voulons vivre. Gardez votre colère vivante et la tête haute. Vous, moi, nous sommes la solution l'un pour l'autre. Nous ne céderons pas à la peur. Ne touchez pas aux femmes et aux enfants. » Samedi 5 octobre 2024, durant une manifestation organisée, des panneaux s'adressaient directement aux hautes sphères de l'État. « Ministre, ouvrez vos yeux. Les femmes sont tuées ici. La violence ne doit plus rester impunie. Les tueurs ne doivent pas rester impunis. » Des centaines de femmes ont participé à cette marche, soutenue par le principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple, le parti pro-kurde pour l'égalité de la démocratie des peuples, et de nombreuses organisations non gouvernementales selon un média turc consultable en ligne. Un média d'opposition nommé Duvar a récemment fait savoir que rien qu'au mois d'août dernier, 33 femmes ont été tuées par des hommes et 24 autres sont mortes dans des circonstances troublantes, selon la plateforme turque We Will Stop Feminicide. Depuis le début de l'année, comme dit précédemment, le groupe a compté 292 féminicides en Turquie. C'est beaucoup trop. En 2023, au moins 315 féminicides et 248 décès suspects ont été enregistrés dans le pays. À titre de comparaison, la France, où les meurtres de femmes sont déjà trop nombreux, en dénombrait 100 au 18 septembre 2024, selon la plateforme noustoutes.org. Nous nous retrouvons enfin après nos deux histoires. Et je vous avoue qu'à force de traiter des cas aussi horribles, je sais même plus quoi dire face à autant de cruauté. On vit dans un monde de barges, bordel. Tu peux pas vivre ta vie sans qu'il y ait des fous furieux dans cette terre. J'attends vos avis concernant ces deux affaires dans les commentaires. Comme vous venez de le voir, elles sont très tristes et j'attends vos avis les concernant. En tout cas, j'ai hâte qu'on puisse débattre et qu'on puisse parler de tout ça dans les commentaires. Sur ce, je vous remercie comme d'habitude de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et vos proches, c'était Mogota.